Alors, bonjour, merci à toutes et tous d'être présents à cette conférence où nous avons le privilège de recevoir une collègue qui vient de l'étranger, Fabiana de Menezes Soares, qui est professeure de droit à l'Université fédérale du Minas Gerais au Brésil. Fabiana, elle est coordonnatrice de l'Observatoire pour la qualité de la loi et du Laboratoire de la législation et des politiques publiques. Et puis, elle a été notamment professeure invitée à l'Université de Genève et chez nous, à l'Université Laval, il y a quelques années. C'est un vrai plaisir de te recevoir, Fabiana. Alors, on a la chance de pouvoir t'écouter aujourd'hui sur une proposition qui est assez originale. L'intitulé de la conférence est le suivant: Les racines alimentaires du droit, le rôle de l'alimentation dans les règles de coexistence. Alors, pour nous, au sein de notre communauté de recherche Action sur les droits économiques et sociaux, il y a un intérêt assez naturel envers ce terme, puisqu'on y voit donc une préoccupation de droit à l'alimentation, thème qui est d'ailleurs sous-étudié au Québec, au Canada, en termes de droits économiques, sociaux et culturels. La valeur ajoutée, je pense, de ta conférence, c'est que non seulement tu nous amènes sur le terrain du droit à l'éducation, du droit à l'alimentation, pardon, mais tu nous amènes aussi sur une réflexion, j'ai envie de dire, à plusieurs niveaux théoriques. Et donc, voilà, pour nous, c'est vraiment un privilège de pouvoir t'écouter sur ces aspects qui vont bien au-delà du terme de droit positif relatif au droit à l'alimentation. Alors, je te cède sans plus tarder la parole. Merci beaucoup, Fabiana, pour ta présence. Merci beaucoup, chers collègues. Mes remerciements à la prof Monica Popescu, Mélanie Sanson, la prof Camille Bittencourt, Christine Bézinard et toujours Pierre Sali. C'est ma salutation, mes félicitations pour être ici. Je vous en prie. Je suis ravie de partager avec Saint-Martin les lignes générales d'une recherche menée au long des 5 dernières années dans le cadre de mon changement de statut à professeur titulaire dans mon université, l'Université fédérale de Minas Gerais. J'ai introduit mon propos avec une question. Quel est le rapport l'alimentation a-t-elle avec la genèse du droit? La quête de la légalité dans la commensalité. L'alimentation est le levain de la sociabilité. Cette phrase est attribuée à Aristote. Je voudrais vous inviter à cette table, que chacun de vous ait en tête, dans son cœur, les souvenirs de ses expériences alimentaires et culinaires, que chacun de vous ait observé des faits et des actes alimentaires auxquels il participe et qui se produisent autour. La recherche porte sur une expérience concrète, réelle et analogique. L'acte de manger est tout ce qu'il provoque dans le cycle alimentaire humain. C'est une expérience universelle et particulière. En même temps, ce n'est pas encore virtuel, n'est-ce pas? Il concerne la formation de règles et de la recherche par les autres humains et leurs relations et de la mesure de leurs relations. En fin de compte, nous avons discuté d'un aspect de la compréhension de la justice et de la manière dont ces conceptions ont façonné les juridiques et les normatifs. Un monde dans lequel la commensalité qui nous a appris à être ensemble de manière pacifique rivalise pour l'espace avec les écrans de téléphone portable, créant un obstacle à la coexistence telle comme nous la connaissons. Formé d'un suffixe comme être, ensemble, mensa, table en latin, la commensalité
est pleine de signification. Le contexte ici va au-delà du droit de l'alimentation. C'est la base sur laquelle l'humanité a marché et continue à marcher. Il s'agit de la façon dont nous interagissons uns avec les autres dans l'abondance et la faim. Et notre dépendance à l'égard de nos relations avec l'environnement. Maintenant, le Brésil est plein de chaleur, est plein de feu. Les résultats et tout cela est une source pour les droits de récalibrer ces choix normatifs, tempérer la vie entre les humains, restaurer les relations inégales. Pendant le 2010, par hasard, j'ai eu un accès à un article curieux publié dans l'International Journal of Obesity, intitulé « Le plus grand scène, les représentations des portions de nourriture et des tailles des assiettes ont augmenté au cours de millénaires, pendant 1000 ans. À travers l'analyse plastique des images les plus emblématiques de la convivialité alimentaire depuis 1000 ans, les représentations de la Sainte Communion ont été observées d'un point de vue insolite. L'augmentation de taille de plats et la présence ou pas de la diète et des aliments dans les assiettes. Lors de la visualisation de la sélection des peintures, un autre aspect qui ressortait concernait les autres éléments de la composition. Les aliments ajoutés au fil des siècles, les changements dans l'austérité de l'environnement, l'introduction du profane, les signes de hiérarchie sociale. Cette étude a éveillé mon intérêt pour la suite du chemin de la faim, de l'abondance de la nourriture et ses implications, mais aussi ce qui se passe autour de la table ou du feu, c'est qu'il révélait des sujets cachés derrière les gourmandises qui étaient présentés et qui ont la présence ostensive, qui signalaient la présence ostensive des hommes, malgré la présence féminine dans les cuisines du monde entier, c'est une réalité. Pendant les cours de la production et de la circulation de produits alimentaires, au cours des derniers millénaires, on a vu beaucoup de changements et beaucoup de changements sociaux. La vérification que l'utilisation d'autres matériaux de recherche peu courants dans la recherche juridique pouvait être comprise et indiquer une voie d'appropriation en différentes étapes des matériaux obtenus via littérature scientifique dans le domaine de l'histoire de l'alimentation, de la paléontologie, de la biologie évolutive, de la glycobiologie, de l'histoire des religions. Aussi des textes juridiques, histoire et des actes, contracts, actes normatifs, les rites préparatoires, matériel de culture, restes alimentaires, recettes, cardápio menu, artefacts, architecture, art visuel et usage alimentaire. Si la nourriture a changé notre cerveau et notre corps, les aspects alimentaires nous informent également sur les valeurs d'identité culturelle. Dans la mesure où la manière de manger, quoi et comment, relever non seulement la psychobiologie alimentaire, de la biologie, de la nutrition, mais aussi de l'anthropologie, de l'archéologie, histoire, sociologie, paléontologie. L'épopée humaine de domestiquer la nature s'appuyait sur l'agriculture
et ces sciences agronomiques fondées sur les techniques de production végétale, d'élevage et de développement des conditions de sécurité alimentaire. La nourriture parle de notre origine. Elle parle de l'endroit où nous vivons, de la façon dont nous vivons et des types de règles que nous avions de conditionner nos comportements, nos actes alimentaires. Les parcours méthodologiques de cette recherche interdisciplinaire considèrent la question alimentaire comme une problématique complexe, a permis de comprendre des processus d'influence de l'éthique alimentaire sur les lois et sur la conformation de nos comportements à travers les règles. Les règles concernant l'accès à la nourriture sont les règles humaines primordiales. L'exercice de la commensalité est un processus aux effets collectifs. Il s'agit donc d'un chemin transversal, d'une immense mosaïque sur la centralité de l'alimentation dans nos vies. Et aussi partager avec la partie de ces voyages qui interfèrent avec les sources de droit, notamment celles dites matérielles. Celles-ci exprimant dans des actions, des habitudes, des pratiques nombreuses et nombreuses à travers des langages non écrits et des communications non verbales. Le droit à l'alimentation est présent à la base des droits fondamentaux tels que la vie, la santé, l'éducation, la propriété, la culture, et a finalement été exprimé dans la Constitution fédérale brésilienne pendant l'année de 2010, bien qu'apparemment exclu des droits et garanties énoncés à l'article 100. En raison de sa très forte présence à tous les niveaux de l'élaboration législative de la Fédération dans son expression formelle, y compris à travers de la législation infralégale, elle est multiniveau et complexe. Son étrange invisibilité dans les programmes des facultés de droit, en particulier les plus anciens, où l'absence de droit de l'ensemble les droits agroalimentaires sont vérifiés. De plus, l'utilisation et l'expérience de la méthodologie juridique légistique, professeur Pierre, ont facilité la reconstruction du contexte alimentaire et de ses aspects biologiques, sociaux, économiques, et comment l'utilisation parfois stratégique des lois alimentaires nous a apporté plusieurs cas et exemples de forces normatives autour des pratiques alimentaires, du contrôle de l'appétit, mesures et non-violence. L'humanité alimentaire, objet du premier chapitre, traite de fait, y compris les automatismes et les non-intentionnalités. La faim est partout. Et des actes alimentaires et des façons dont nous nous distinguons des autres animaux. Les découvertes de différents domaines de la biologie, de l'archéologie, montrent les chemins que la commensalité a légué pour nous en tant qu'espèce, comme par exemple la technologie lithique et ses effets, construits qui est élaboré autour de la nourriture. Le deuxième chapitre présente l'évolution de la communication par l'alimentation, les premières règles religieuses avec le caractère sacré de l'alimentation et ses rites. Les rites sont très précieux pour le droit et on a beaucoup de rites sur point de vue de l'alimentation.
la manière dont les changements de mode de la vie alimentaire ont impacté les relations et les individus, et comment les tabous alimentaires et la défense contre les risques unissent les perceptions des aliments kasher et halal et sont présentes chez le peuple traditionnel de l'Amazonie. Les rôles de la Convention dans la genèse de la normativité alimentaire et son contexte agricole, montrant à quel point les représentations du monde via l'écriture et le langage ont reçu l'héritage agroalimentaire. Il y a beaucoup de signaux, beaucoup d'écrits, de formes d'écrits qui ont une origine dans la vie agricole. Ce sont des traces, des évidences que le temps nous a apportées. Les rôles de la ritualisation dans la justification de coutumes et la génération de modes de vie, compris pour la femme. La formation de l'éthique requiert des notions de mesure qui font l'objet du 4e chapitre, où les pratiques communautaires de coexistence prenant de l'importance avec les premières politiques porte-publiques. Par exemple, la politique du Rhum qui était exprimée dans la table du Velay. Je vais raconter un peu plus sur ce sujet. Le scénario d'indignité alimentaire est présenté comme un contrepoint nécessaire à un projet de justice alimentaire. Parce que pendant tout le temps, c'est l'abondance, la gourmetisation, la gastronomie, la culture alimentaire. Dans l'autre côté, la faim et la inégalité qui sont venues justement de ces lieux. Les rites de justice réparatrice sont documentés dans l'Antiquité ainsi que dans la paix dite féminine au Moyen Âge. L'utilisation ici de la nourriture comme élément de compensation, comme un langage de compensation. L'utilisation contrôlée du jus de raisin ou de la glycobiologie dans les audiences au Brésil en matière de droit de famille confère au sucre un nouveau rôle favorisant les apports. C'est bizarre, mais c'est vrai. Il avait un groupe de contrôle qui a boire des beuvages sucrés avant l'audience et pendant l'audience, et un autre groupe pendant beaucoup de mois. Et à la fin, les groupes qui a commencé à dialoguer et à boire de cette beuve qui est faite de raisin, il y a une augmentation documentée de 30% des accords dans un droit qui est un droit avec beaucoup de litiges. Oui. Les banquets diplomatiques cérémoniaux où les recours à des repas collectifs créent une atmosphère de coexistence non violente et sont beaucoup documentés. Politique de garantie d'assurance alimentaire pour les enfants et les adolescents, que ce soit par les gouvernements ou par des particuliers dans la Rome antique, c'est la table de Velay, ou la table de Velay, ou dans la Suède d'aujourd'hui. La législation historique au Portugal a montré comment la rareté alimentaire fournissait de la nourriture aux riches, créant des tableaux de consommation pour les pauvres. En plus, créant des sanctions très sévères en cas de vol affamé.
Mais s'il était commis pour les riches, la pénalité non est tant sévère comme en cas d'une personne pauvre. C'est une documentation qu'on a vérifiée dans la législation antique. Les textes, par contre, les textes de loi sanctuaire, depuis la Rome antique, en passé par l'Italie et la Grande-Bretagne, par exemple, montraient le rôle déterminant de l'alimentation et de la dévalorisation des gaspillages. Le 5e chapitre se concentre sur les découvertes documentaires et les anciens enregistrements et leurs éléments précieux qui sont importants pour comprendre l'amélioration de la réglementation alimentaire. L'analyse des 100 ans du corpus de législation brésilien sur l'alimentation de les périodes impériales le début de la République mettent en évidence le rôle promoteur de cette classe d'actes normatifs qui ouvre un espace pour l'utilisation stratégique de l'alimentation dans les décisions judiciaires. Dans notre recherche sur 100 ans de la législation alimentaire, avec environ de 400 actes normatifs, nous avons identifié l'avant et les rôles hiérarchiques de l'alimentation présents dans l'écriture de la loi, comme avec l'inclusion des menus entiers, avec la description des horaires de la nourriture qui favorisaient des groupes spécifiés, tels que les orphelins, les étudiants, les personnels militaires et les condamnés. Donc, c'était une façon de promouvoir l'engagement, cette garantie de la nourriture. C'est pour ça que pendant un moment, les militaires sont tous venus. C'est bizarre, mais c'est vrai. La quantité du repas et les types d'aliments indiquant clairement les priorités cachées. Par contre, nourrir les femmes enceintes et les mères allaitantes n'apparaît que dans la première décennie du XXe siècle. Enfin, la dernière partie de la recherche définit des urgences normatives pour la législation intergénérationnelle et sa planification à long terme de notre époque, qui prenait en compte les risques sociaux du changement climatique, les dichotomies entre gaspillage et souveraineté alimentaire, faim et aliments outre-transformés, l'alimentation adéquate, les risques graves de contamination de l'eau, y compris les plastiques. Il y a beaucoup de données qui ont travaillé sur ces sujets à travers l'analyse des politiques alimentaires, comme dans le cas de la Suède, où le rôle de l'alimentation dans le bien-être et dans l'indice de bonheur qui est développé par les Bhoutan, les pays. Enfin, j'aimerais vous poser une dernière question. De quoi vous avez faim? C'est ça. Mais je voudrais vous montrer quelque chose aussi. Donc, je vais partager mon écran. Ici, cette
La discipline alimentaire pour catégorie de APT, c'était un graphique qui était créé de forme automatisée, mais on enseignait la machine à penser parce qu'on dit cherche sur étudiante, condamnée, militaire, orphelin, et on va voir au cours des années, des décennies, qu'est-ce qui se passe. Et on a vu, on a creusé, on a fait une comparaison entre les contextes historiques pendant les changements qu'on a vus. Et quand, par exemple, le Brésil était en état de guerre contre le Paraguay, la quantité d'actes normatifs sur l'alimentation a augmenté. Au début, il y a une préoccupation avec les enfants. Et on a observé que dans ces moments, il y a un grave faim qui est ciblé directement cette catégorie de personnes. Donc, on a observé une movimentation sous point des projets, des stratégies gouvernementales pour favoriser ou pas certaines catégories de personnes. Quand on a fait l'analyse qualitative directement sur tous les textes légaux, qu'est-ce qu'on a obtenu comme données? Les menus qui sont dedans les lois, les actes normatifs, faisaient une distinction entre la catégorie des destinataires. Donc, par exemple, il y a une claire différence entre la nourriture, l'alimentation, la quantité des aliments, entre les militaires, les orphelins, les étudiants, surtout les condamnés. Seulement au début de la deuxième décennie du XXe siècle, on a pu regarder une préoccupation avec l'alimentation des femmes et des enfants bébés, les plus petits. Donc, c'est un exemple des choses qu'on a travaillé. Et pendant les textes légaux, par exemple, les lois qui sont lois de Portugal, l'écriture de la loi, c'est une écriture qui se rassemble pour l'écriture d'une recette. Et pendant cette recette, il faut faire ça. C'était très particulier. Elle a fait des distinctions entre les personnes de l'aristocratie sur point de vue alimentaire, de l'accès à l'aliment. Certains aliments certaines nourritures ne sont pas permis à des personnes du peuple. Et il y a des aliments de nourriture qui sont destinés exclusivement à les personnes aristocratiques, les gentilshommes, ils disaient comme ça. Et puis, la législation sanctuaire, c'est une législation qui est apparue pendant divers systèmes normatifs, comme par exemple la Rome antique aussi, pendant le Moyen-Âge, dans l'Italie, France, Grande-Bretagne, et ils ont l'intention de contrôler la consommation. Donc, c'est une façon de créer un genre d'éthique
qui concernent à l'alimentation. On a traité aussi des humains comme alimentation, des parasites et tout ça, à cause de la manque de soins sur les eaux. Parce que la contamination de l'eau est une question de santé. Il y a une question de bonne qualité de d'alimentation adéquate, né, d'alimentation propre. Et quelquefois, on a vu beaucoup de difficultés de résoudre cette question. Parce qu'il faut assurer l'alimentation, la souveraineté alimentaire, mais la question de l'eau est une question quelquefois cachée. Une question qui, il faut des politiques plus fortes au sens d'assurer la qualité de l'eau. Aujourd'hui, il y a une quantité extraordinaire de microplastiques dans tout le monde qui a laissé l'eau dans une situation d'insécurité pour nous, pour les animaux, pour la plantation, etc. Et il y a aussi une préoccupation avec les aspects sociaux de l'alimentation. Parce que pendant la construction de l'index du bonheur de Bhoutan, était clair que l'alimentation n'est pas seulement une question de nourriture, mais une question de convivialité. Surtout pour la union et la possibilité d'augmenter la diversité, inclut la diversité intergénérationnelle. Les personnes plus âgées avec les personnes plus jeunes. À la fin, on a proposé que les législateurs, les gouvernements doivent regarder avec beaucoup de responsabilité sur la question de la qualité de l'eau, les réglementations des aliments ultra-processés, industrialisés, oui, et sur l'alimentation pendant la première enfance et l'alimentation des femmes enceintes, des femmes qui allaitent, parce que il manque d'alimentation, de bonne nourriture pendant les premières années. C'est un genre d'inégalité qui ne peut pas être compensée plus tard. Donc, c'est une question émergentielle. Et tout ça, on doit considérer la question des changements climatiques qui mettent sur le premier lieu la question de l'eau. C'est ça, on va débattre. Et merci, je m'excuse à cause de mon français, ça fait longtemps que je ne parle pas, mais on y va. Merci beaucoup, Fabiana. Franchement, c'était excellent. C'était excellent. C'est très, très, très intéressant, cette recherche. Vraiment, il y a plein de questions
de termes qui m'apparaissent tout à coup d'une importance incroyable, dont on entend si peu parler. Donc, je vais tout de suite laisser la chance. Merci beaucoup, Marielle, d'être venue. Merci à vous. Merci. Non, c'est pas grave. Marielle enseigne à 12h30. Oui. Alors, je vais laisser la parole à celles et ceux qui voudraient poser des questions. Amener une discussion. Moi, j'en ai noté aussi, mais je vais d'abord céder la parole. Alors, peut-être à ceux qui sont derrière la caméra, est-ce que quelqu'un aurait une question à poser? Alors, Pierre, je vois que ta liste est très longue. Je vais peut-être tout de suite te céder la parole. Alors... J'ai pris beaucoup de notes parce qu'en effet, ce que Fabiana nous a exposé nous sensibilise à toutes sortes d'aspects du droit à l'alimentation et du droit de l'alimentation auquel on n'est vraiment pas porté spontanément à penser. Évidemment, je pense que tout le monde est bien conscient que les inégalités dans l'alimentation à l'enfance ont un effet de répercussions à très long terme sur la santé. Oui. De la même façon que les inégalités dans l'accès à la santé pendant l'enfance, de manière générale, ce type d'effet à long terme. En fait, il y a toutes sortes de concepts que Fabienne a évoqués qui ont retenu mon attention. D'abord, ce concept d'éthique alimentaire. Dans la dernière partie de ton exposé, tu as montré que cette éthique, dans le cas du Brésil ancien, le Brésil du 19e siècle, était une éthique fortement orientée par les différences de classe. Oui, tout à fait. J'aurais envie de te dire, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une éthique démocratique de l'alimentation au Brésil et ailleurs? Merci pour la demande, Pierre. La question, il faut faire une séparation. Il y a une éthique qui est responsable pour les processus civilisatoires. Donc, on a pris de coexister à travers de la table. Au sens, il y a ici une nourriture, je ne peux pas prendre tout pour moi, il faut partager. Donc, on a à prendre, on a pris, on a compris qu'est-ce qu'elle est signifiée de partage. Parce que dans la table, ce n'est pas un lieu, un endroit de violence, mais un lieu de partage, de connaissance de la diversité, etc. Si on observe aujourd'hui la quantité des aliments, des types de légumes, de fruits, de viande, etc., c'est possible de regarder l'histoire qui est venue de beaucoup de places, beaucoup d'endroits. Donc, c'est une expérience multiculturelle. Ce n'est pas un cas, par exemple, de dire il faut regarder qu'il y a un multiculturalisme ici, beaucoup de choses, la diversité. Non, c'est quelque chose qu'on vit. C'est une expérience. Donc, il y a cette façon de l'éthique, c'est la façon matérielle que la table nous donnait. Il y a une autre façon, que c'est la façon de la séparation, de la hiérarchie, qui est de la distinction sociale. Et il y a une autre, qui c'est l'usage ritualisé des aliments, de la nourriture. Cet usage est plus ancien. Elle a
ses racines dans les lois religieuses. Par exemple, le judaïsme et l'islam ont les mêmes tabous et les risques alimentaires. Donc, la relation avec, ces relations avec l'alimentation promouvoit une perception du monde où les étages de la vie, les changements de status dans la vie sont médiatisés sont faits à travers de l'alimentation. Ce genre de ritualisation faisait nous porter un type d'apprentissage sur l'importance du rite, qui est le fondament du processus. Tous les processus décisionnels est un processus plein de rites, d'étapes. Et on a vu des étapes avant la table, avec la discipline agricole. Il faut regarder la température, les saisons, les ciels nuit, ciel matin. Il faut apprendre à se discipliner. La discipline avant de la table, dans la table, et avec l'usage de la table, par exemple, pour faire des contrats, pour se marier. J'ai posé ici, j'ai discuté une étude qui a été faite pour un historiateur italien qui a travaillé sur les rites qui sont du mariage pendant Rome et le peuple germanique. Et l'alimentation, la nourriture, la table, c'était une étape par cet acte formel. Donc, on apprend beaucoup sur l'importance du rite, des étapes, avec cette coexistence autour de la table. Donc, il y a au moins 3 perspectives sur la formation de l'éthique alimentaire. D'une partie, on regarde la coexistence, la vivance du rite, les principes humanitaires dans la table. Il faut partager, non, il faut dialoguer, il faut respecter. On crée tout le développement de la civilisation et la table a occupé un rôle central. Dans la Grèce antique, la construction de la citoyenneté était faite à travers des banquets publics. Ce genre de choses était répété avec les Romains et pendant tout le Moyen-Âge, quand un gouvernant, pour montrer son pouvoir ou pour créer un sentiment de pertencimento, belonging, appartenant pour ces nationaux à utiliser des banquets publics, des repas publics. Donc, les évidences sont venues de beaucoup d'endroits, des autres sciences, et avec une perspective de science-action, de recherche-action, il faut penser sur la perspective transdisciplinaire, de la méthodologie transdisciplinaire qu'on a utilisée, parce que c'est une question complexe. Donc, on a utilisé des méthodes, des données des autres sciences pour montrer ce chemin, le chemin de la construction de l'éthique qui était pris pour les droits.
la contention des appétits, qui est fondamentale à la vie de la civilisation. On ne peut pas dire tout ce qui vient sur la tête. On ne peut pas être égoïste tout le temps. Donc, ce sont des perceptions qui sont travaillées dans le cycle alimentaire. C'est bon ou non? Oh, oui, oui, c'est très intéressant, très intéressant. Ben, j'aimerais ça justement qu'on revienne juste un peu sur la méthodologie, juste pour essayer de mieux comprendre l'ensemble de la démarche. Alors, si j'ai bien compris, bon, Fabiana, tu as parlé de votre corpus, tu as dit que vous aviez étudié 100 lois et 400 actes normatifs. Donc, tout ça pour essayer de repérer toutes les occurrences de mention de l'alimentation sous différentes formes. Ah oui. Et tout ça dans le but de démontrer en quoi l'alimentation est une source de droit. Les schémas pour démontrer l'alimentation comme source de droit passent aux premières fois sur l'éthique. L'éthique sur la table. Oui. Une des dimensions. Il y en a plusieurs dimensions. Donc, j'ai fait la reconstruction de la documentation sur l'éthique. Comment? On va regarder, par exemple, les constructions, les sites archéologiques. Quel est l'endroit de la cuisine? C'était un endroit important ou pas? On peut regarder s'il y a, par exemple, des tables, un espace convivial, dans cet site ou pas. Donc, on a fait ça et on a regardé des expériences dans les 4 continents. Okay. On a regardé ça sur l'Orient, sur l'Égypte, Mésopotamie, etc., les classiques grecs, Grèce, Rome antique, et aussi Sud-Amérique. Comment les choses sont réglées sous point de vue alimentaire dans les peuples traditionnels de l'Amazonie et dans les peuples avant la colonisation. Et on a utilisé des matériels comme, par exemple, la technologie, les usages, tous. Les outils qui sont faits et qui sont reconnus. Et on a démontré l'importance sociale de cette manifestation. Donc, autour de l'alimentation, on a élaboré les rapports de travaux. On a élaboré aussi le langage. Les droits s'intéressent pour le langage, créer sa propre langage. Les droits s'intéressent aussi pour les rapports entre les personnes, surtout pour faire la correction et pour promouvoir l'isonomie. Pour promouvoir l'isonomie. Oui, la conformité, l'égalité. L'égalité et devant la loi. Okay, oui. Donc, on a regardé sur ce genre de manifestations. Aussi, par exemple, le menu, l'histoire des menus qui sont utilisés pendant les grands événements publics de gouvernement et tout ça. C'est une chose qui est utilisée. Jusqu'à notre jour, il y a un domaine qui s'appelle
gastrodiplomatie qui a utilisé la nourriture comme une forme de communication, de partager la connaissance, l'identité culturelle et tout ça. Ok. Donc, ce point de vue du droit, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que les principes d'isonomie, égalité et la tendance à la ritualisation, les chaînes des étapes sont des choses qui sont déjà connues dans le processus de l'alimentation et qui sont largement, grandement utilisées pour les droits. Donc, ces schémas étaient démontrés à cette façon. Sous point de vue de les lois exclusivement sur l'alimentation, quand j'ai commencé à faire la recherche sur la ligne historique qui a commencé pendant 1808 de 1808 à 1908. Oui. Donc, cette période, mon intérêt originel était sur l'ingestion du pain. Comment le pain est arrivé? Parce que je pensais, OK, le pain, c'est une nourriture qui est une nourriture universelle, très symbolique, etc., etc. On va regarder quand le pain est apparu. Je savais déjà que quand le roi est sorti du Portugal et est arrivé au Brésil, les ports sont ouverts. Les ports sont ouverts et beaucoup de travaux sont considérés licites, sont permis. À la fin, j'ai posé beaucoup de mots-clés et commencé une recherche sur les répertoires électroniques parce que je faisais tout ce point de vue électronique et cherchais pour obtenir les actes. Donc, j'ai utilisé les mots alimentation, pain, nourriture, diète, etc. Et je suis surprise parce que j'ai cherché les pains. Mais les choses que j'ai découvertes à la fin, parce que j'ai regardé un espace de temps aussi large, est qu'il y avait des moments où certains destinataires sont ciblés. Et je demandais à moi-même, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, les événements sociaux ont montré une liaison avec les destinataires ciblés. Au soit, là, les choix gouvernementaux ont utilisé l'alimentation pour promouvoir certains genres d'activité. C'est une donnée que je n'ai pas pensé avant de commencer la recherche. On a utilisé le software R, qui c'est un software d'automatisation. On crée les grands tableaux dans l'Excel avec les catégories. On a choisi les catégories, par exemple, les années, quand,
qui sont les personnes, quels sont les mots, quels sont les mots qui ne m'intéressent pas. Donc, je peux te montrer après si tu veux, parce que j'ai les tableaux ici. Et on a processé cette catégorie et on a créé les graphiques, qui sont les graphiques qui montrent les oscillations pendant le temps. Mais il y en a aussi, comme je disais avant, l'analyse qualitative. Parce qu'on a lu, on a regardé les textes légaux et la documentation, par exemple, des contrats commerciaux. On regarde pour voir comment la question d'alimentation était traitée et quels sont les principes qui sont intéressants pour les droits qu'on a observé et qu'on pourrait évidencier. Quel type de contrat, par exemple, juste pour qu'on ait... Contrat, par exemple, les contrats de mariage, les contrats de vente des bleus, parce que les bleus ce sont des contrats qui ont une importance politique grande. Il faut assurer la disponibilité du pain, par exemple. Donc, c'est un genre de contrat où la question pénale est très forte. Toutes les grandes lois ont toujours des pénalités très fortes concernant l'alimentation. Donc, c'est une indication de l'importance sociale une fois qu'on a eu des guerres et des révolutions qui sont causées, qui sont, comment on dit ça, qui sont provoquées quelquefois pour la manque d'aliments. Oui, d'aliments et pour la faim. Par exemple, la guerre de la farine. La guerre de la farine avant la Révolution française montre ça. Et l'utilisation, et on a vu l'utilisation, par exemple, de la manque de l'eau, de la nourriture pour contrainte, créer des soucis pour un peuple, une population, etc. À Gaza, puis à Israël. Un exemple vraiment fort et éloquent. Et une dernière petite question pour terminer sur la méthode. Puis la période plus contemporaine dont tu as parlé là, au sujet des inégalités entre les générations, les liens avec la crise climatique et tout ça, là, votre corpus, c'était toujours un corpus de loi? Non, parce que c'est une partie de la recherche que j'ai choisi de développer après. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai déjà fait. J'ai travaillé avec des rapports, par exemple, des rapports de gaspillage, des rapports de la qualité de l'eau, de la contamination plastique. J'ai utilisé ça, de la formation des indicateurs de l'index du bonheur pour faire la connexion, pour montrer la connexion entre l'aliment, l'eau et bien-être. Bien-être. Il est défi parce qu'une chose est parler sur bien-être ici au Canada. Une autre chose est parler sur ça dans une autre ambiance. Par exemple, maintenant au Brésil, nous sommes encore sur les maps de la faim. C'était une chose qui était
mieux réglé. Mais maintenant, c'est un défi aussi. Par exemple, on a dans ces moments des communautés traditionnelles dans l'Amazonie où les Indiens ont faim. Avec toute la richesse de la forêt, c'est ça. C'est bizarre, mais c'est vrai. Est-ce que des personnes de l'autre côté de la caméra auraient des questions? Hélène, est-ce que tu as des questions? Camille? J'avais des questions de méthode, mais on m'a abordé. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Est-ce que tu pourrais développer un peu sur, j'ai vu quand tu parlais aussi dans le document de l'indignité alimentaire et des formes futures. Ça, tu avais déjà des résultats par rapport à ça? Ou la recherche Oui. Pendant beaucoup de phases et beaucoup de chapitres de mon travail, j'ai démontré l'existence de la faim et les conséquences sociales de la faim. C'est un problème, nonobstant toute la technologie, notre technologie sociale est encore quelque chose à faire, à résoudre. Parce qu'il y a gens dans ces moments qui ont faim dans le monde, si j'ai bien compris ta question. Donc, cette faim, elle, aujourd'hui, est plus complexe. Pourquoi? Parce que nous avons des changements climatiques, nous avons la contamination de l'eau, nous avons tout un travail pour rendre l'eau propre et pour travailler au sens de réutiliser le trash. Les déchets alimentaires, le gaspillage. Le gaspillage. Oui, c'est ça. Donc il n'y a pas une grosse politique au sens où un gros projet global au sens de réunir cette dimension. Aliments, l'eau et trash. Gaspillage. C'est ça. Et ces thèmes sont les thèmes de les lois intergénérationnelles, qui sont les lois qui pensent non seulement dans notre présent, mais pour assurer une bonne qualité de vie pour tes fils, de grands-fils, on dit ça, petits-fils, etc., les nouvelles générations. Parce qu'il y a, l'agriculture pendant le début a changé notre monde, a changé la planète. Mais aujourd'hui, la situation est très grave. Il y a beaucoup de personnes dans la planète, les ressources sont déjà vulnérabilisées et il faut penser sur ce genre de législation, que c'est une législation qui a besoin de la technologie, de la connaissance des autres secteurs, des autres sciences, et c'est une législation qui a besoin d'une planification à long terme. Nous sommes préparés pour ça? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Est-ce que le FAO, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies? Les programmes alimentaires, je fais une recherche sur les pays qui sont dans la FAO pour regarder, sont les pays qui ont les droits alimentaires dans la Constitution. Et si les pays qui n'ont les droits alimentaires dans la Constitution, mais qui ont des politiques pour assurer une bonne alimentation et l'accès à l'alimentation. Mais
la FAO, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle a travaillé sur le point de vue d'inspirer la législation intergénérationnelle, utiliser les trois ensemble, aliments, l'eau et gaspillage. Vraiment intéressant. Merci beaucoup, cette vision prospective là, très pertinente. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait une main levée. On ne voit pas votre visage. Peut-être que vous pouvez ouvrir votre caméra si c'est possible pour poser votre question. C'était Mme Soares. Cynthia Soares, j'ai vu tout à l'heure qu'elle avait la main levée. Merci. Il y a un chat, on va voir. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez quelque chose? Peut-être elle est parlée. Je vais peut-être. J'ai la difficulté avec mon micro. Ah, est-ce qu'elle peut écrire sa question dans le oui, discussion? oui, c'est ça. Au revoir, Hélène. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous pouvez écrire votre question, Mme Soares, dans le flux de discussion? Moi, je n'ai pas l'écran sous les yeux, donc j'ai l'impression de parler à l'air et à l'eau. Allô? Vous m'entendez maintenant? Oui. Oui, on vous j'ai fait entend. parce que je suis au téléphone et là, j'ai un peu de difficulté d'ouvrir les affaires ici. Moi, premièrement, je voulais aller vite dans ma question, mais avant ça, dire merci au comité organisateur et particulièrement à Fabiana. Et je suis brésilienne et ça m'inquiète beaucoup la question actuelle. Actuellement, je suis membre du Femmes du Monde à Côte-des-Neiges, conseil de l'administration. Et qu'est-ce qui ça m'inquiète? En fait, c'est pas vraiment une inquiétude, mais c'est plutôt comprendre et savoir. Je vais poser la question en portugais, si vous me permettez, à Fabiana. Est-ce que c'est possible? Oui. Oui. Ok, Fabiana, ton étude est fantastique. Oh, je parle português, mas je parle français. Ai, ai, ai. Bom, o que eu queria saber, Fabiana, é o teu trabalho junto com os organismos sociais dos movimentos organizados, como, por exemplo, a MST. Como é que você vê, dentro dessa análise que você fez, a participação dos movimentos sociais organizados dentro dessa política, não só da questão da alimentação, mas na questão climática, da água, etc.? Bom, na verdade, eu não tratei dos movimentos sociais no trabalho. A minha perspectiva foi exatamente demonstrar como a questão alimentar ela é central para nós compreendermos o que é humanidade, o que significa direito humano e o que significa direito fundamental. Porém, Cíntia, uma questão que para mim foi muito importante foi a demonstração, e eu trouxe para o trabalho várias vozes. Eu trouxe vozes, né, não só, vamos dizer assim, da cultura ocidental, mas eu trouxe da cultura oriental e eu trouxe dos nossos indígenas. E falei da questão da fome com muita intensidade, demonstrando aqueles momentos documentados, no qual a discussão, né, sobre a violência, ela aparece ligada à falta de alimentação ou alimentação adequada. Mas isso não significa, né, que em trabalhos futuros a gente não possa lidar mais com a questão da participação social. É porque o desenho da pesquisa ele foi um desenho feito
para trazer uma inovação na metodologia, porque na metodologia do direito, em geral, a gente não usa cultura material. Então, eu quis trazer essa história que estava sendo contada nos objetos, nos cardápios, nas construções, nos utensílios ligados à alimentação e, sobretudo, dentro dos textos legais. Ou seja, o que estava dentro dos textos legais que contava uma história, e essa história, muitas vezes, era uma história que não aparecia. Então, por exemplo, se eu estou precisando, vou dar um exemplo mais claro, se eu estou precisando colocar numa lei, como aconteceu com várias leis, né, durante o período imperial, a existência de um cardápio, ou seja, tinha um menu dentro da lei com uma regulamentação sobre os horários, a disponibilidade de comida, é porque, na realidade, isso não apareceria, isso não faz sentido para a realidade. Eu preciso colocar na lei aquilo que não existe no mundo. Então, eu acho assim, o volume, né, de materiais que a gente lidou foi muito grande, mas, ao final, a conclusão, ela aponta para a necessidade de uma escuta dos vários afetados, né, inclusive os movimentos sociais. Porque sem a escuta dos vários afetados no nosso país, nós não vamos conseguir, nem no mundo, conseguir criar estratégias contra esse tipo de desigualdade, que é a pior desigualdade. A gente não consegue resolver os efeitos deletérios de uma má nutrição na infância. Não sei se eu te respondi. Cíntia? Sim, 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 absolutamente. Muito obrigada. Faz sentido. Todo o estudo é muito interessante. Depois, só se possível, compartilhar com a gente a publicação que você fez, ou que você, onde tem esses trabalhos já, se foi o caso. Tá, Seria ele interessante está em curso de publicação. Mas Maravilha. eu posso depois te mandar, se você colocar seu e-mail aqui, eu posso te mandar um resumo dele para você ver assim, como é que a gente trabalhou. Eu fiz uma apresentação, né, quando da exposição, e eu posso te mandar um resumo sem problemas. Você só coloca seu e-mail aqui que eu salvo. Se puder colocar aqui no bate-papo. Sim, senhora. Muito obrigada, Fabiana. Muito obrigada. Obrigada a você. Est-ce que vous avez compris quelque chose ou pas? J'ai compris que la recherche était en cours de Voilà, publication. c'est C'est ça, une très oui. bonne nouvelle. Oui, c'est un cours de publication et elle me demandait sur la participation sociale, la participation des mouvements sociaux sur la question alimentaire. Et je le disais que la participation n'est pas un sujet prioritaire dans mon travail, mais les pluralistes, oui. Parce que j'ai dirigé ma attention à la culture matérielle documentée aussi en Europe, aussi sous point de vue du monde occidental, mais aussi de Sud-Amérique, de l'Asie, de l'Afrique, etc. Parce que c'est un phénomène universel et la question de la femme est une question qui est partout. Bien sûr. Et ce sera publié sous forme d'ouvrage? Vous avez parlé de chapitres pendant votre présentation? Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Parce que c'est un ouvrage, elle est ici. Elle est ici avec moi. Et... En format PDF? Ah oui, en format PDF, mais en portugais. Ah oui, d'accord, en portugais. En effet, oui, il faut penser à ça. Est-ce que Pierre, tu aurais un autre commentaire à formuler ou bien une autre question à poser? Pas vraiment des questions. En écoutant Fabiana, en me rendant compte à quel point sa recherche pouvait pouvait nous amener à retourner des pierres que nous croyions avoir retournées, mais que nous n'avions peut-être pas complètement retournées. J'ai pensé à certains aspects
mettons, de l'éthique alimentaire au sens large, qui sont bien présents ici. Et bon, ce sont des problèmes auxquels Fabiana a fait parfois allusion dans son exposé. Par exemple, le problème du gaspillage, le problème de la récupération des surplus des supermarchés. La France a adopté une loi qui oblige les exploitants de supermarchés à mettre leurs invendus qui sont encore utilisables à la disposition d'organismes de bienfaisance. Et bon, cette pratique existe sur une base volontaire au Québec. On pourrait se demander, est-ce qu'on ne va pas suivre l'exemple français et imposer cet aspect de l'éthique alimentaire, c'est-à-dire d'obliger à un partage équitable, au moins de la partie invendue de ce qui est dans le grand commerce de l'alimentation. Moi, j'irais même plus loin que ça. Je me demande aussi pourquoi, par exemple, si on s'appuie, par exemple, sur le contexte de la COVID, de la pandémie de COVID-19, où finalement, on a vu une montée fulgurante des prix à l'épicerie. C'est encore le cas, d'ailleurs, ça perdure, bien sûr, ça n'était pas que momentané. Et puis, ce qu'on a vu, en fait, moi, je m'appuie essentiellement sur la couverture médiatique là, pour dire ça, mais ce qu'on a lu dans les journaux, essentiellement, c'est que, au final, ça a surtout, ce momentum a surtout permis aux grandes bannières d'accroître leurs profits. Et donc, c'est ce qu'on a lu principalement dans les journaux. Et donc, moi, je me demande si sur certains produits, par exemple, est-ce qu'on ne devrait pas carrément réglementer puis imposer des prix plafonds? Comme on le faisait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, voilà, c'est ça. Dans un contexte où les gens on peine à se nourrir actuellement au Québec. Là, je parle de la situation vraiment québécoise, canadienne, mais il y a un pourcentage de personnes qui vont utiliser les banques alimentaires là, qui est sans précédent. Donc, oui, moi, je pense qu'il faudrait, bon, dans une perspective de droit à l'alimentation, dans une perspective d'accès, certainement qu'il faut réfléchir sur ces marges de profit incroyables qui sont faites par les grandes bannières. Alors, je sais que ma proposition fera hérisser les poils sur les bras de bien des gens, mais n'empêche que c'est une vraie question. Mais puis j'aimerais aussi, parce que je vois que le temps file, j'aimerais revenir sur un point que tu as mentionné pendant ta conférence sur les projets de recherche-action. Tu as mentionné en fait l'existence de recherche-action. Je ne sais pas si tu t'es toi-même engagé dans un processus de recherche-action. Et puis, je voulais faire un parallèle aussi avec l'élaboration des lois dans une perspective transpartisane ou non partisane, parce que depuis quelques semaines, ici à Québec, au Québec, circule l'idée, une proposition qui a été faite par un parti politique de prévoir des repas accessibles de manière universelle dans les écoles au Québec pour répondre aux problèmes de faim des enfants qui vont à l'école. Et la position du parti politique qui a fait cette proposition, en tout cas selon la couverture médiatique, serait transpartisane. Un peu comme ça a été fait ici au Québec lors de l'élaboration de la loi sur l'accès à l'aide médicale à mourir. Et ça, d'un point de vue processus d'élaboration des lois, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant parce que des questions qui sont aussi fondamentales que celle de l'alimentation, ben, on pourrait aussi dire que celle du logement, bien sûr. Tu sais, si on se ramène aux besoins de base, à la pyramide, au premier niveau de la pyramide de Maslow, est-ce que finalement, sur un plan d'élaboration des lois, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de prévoir des mécanismes destinés à transcender la partisanerie au profit de la dignité humaine, finalement? Et donc, ça, c'est comme je voulais faire ce lien par rapport à cet événement d'actualité quand même qui concerne un sujet qui certainement te préoccupe. Et puis, enfin, voir comment est-ce que la recherche-action peut peut-être, donc je ne sais pas comment est-ce que toi tu l'as utilisé, mais en tout cas, quand on parle à ces liens entre les chercheurs, le terrain, est-ce que la recherche-action peut contribuer
à l'élaboration de ces processus de loi fondés sur une approche non partisane. La recherche est circulée pendant ces moments. Est circulée dans un cycle de personnes qui travaillent avec l'alimentation dans divers niveaux. Gens qui travaillent sur le point de vue de la guerre contre la faim et de gens qui travaillent avec une perspective de culture alimentaire et de la bonne alimentation. Donc, quand j'ai commencé la recherche, j'ai pensé de faire ce schéma comme une grande défense de la législation intergénérationnelle avec le but alimentaire. Donc, j'ai travaillé sur le point de vue de contexte. J'ai pris beaucoup des informations et des données qui renforçaient cette compréhension au sens de la centralité de l'alimentation. On ne peut pas parler d'aucun droit fondamental sans résoudre la question de l'alimentation. On arrive dans un moment de grande technologie, mais la technologie sociale et l'assurance, la garantie de l'alimentation est un risque. Surtout sur le point de vue du changement climatique, de ce point de vue de la mauvaise eau, etc. Au Brésil, dans l'université, je suis la coordonnatrice de laboratoire d'innovation le bac, mais est lié au troisième cycle, et qui s'appelle Legislab. Là-bas, ça sera une chose que je ferai une petite exposition pendant la discussion de recherche-action. Le vendredi, oui, un séminaire oui. La méthodologie là-bas, c'est une méthodologie de case. OK, d'études de cas. Études de cas. Et les cas sont problèmes publics réels. Ah, OK. Toujours. Donc, les étudiants et l'équipe, les teams de troisième cycle, je suis là-bas, et avec un professeur, un collègue de la science politique, on travaille les perspectives des problèmes publics pour définir si ça sera une action législative, une action réglementaire ou une action politique. On a fait tous ces rapports à la fin du semestre académique et on a disponibilisé les rapports pour toutes les personnes, les acteurs sociaux, etc. Pendant le dernier semestre, une des cas qu'on a travaillé est devenu un projet de loi. Ah oui. Donc, ce sont des problèmes réels qui sont traités du point de vue méthodologique et qui ont avec le but d'inspirer de bonnes idées législatives et réglementaires. Donc, la recherche qui est travaillée pour devenir un type d'action publique. Et quand on a fait les choix des cas, du problème public, etc., des problèmes réels, on a choisi de laisser à chaque semestre 3 cas au moins des questions alimentaires. Ah, okay. Donc, on a traité aussi de questions de banque alimentaire dans notre pays, de l'importance, comment faire ça. Maintenant, on va travailler avec le destillage. Le desperdício. Va fugir. Oui, le gaspillage. Gaspillage. Ah, c'est de ça dont on parlait tout à l'heure, là. Gaspillage alimentaire. Oui. OK, c'est intéressant. Oui. Puis comment vous les choisissez, vous, ou vous travaillez avec des acteurs? Non, on a reçu de suggestions
OK, de la communauté académique, OK, de groupes de recherche, OK, des personnes, par exemple, du gouvernement ou de mouvements sociaux aussi, OK. qui ont dit, regarde, on a ce genre de problème. On a discuté ensemble avec l'équipe qui est composée pour le personnel professionnel, pour les profs et les chercheurs dans le 3e cycle. On a élaboré la liste de cas. Et il y a un template, un modèle qu'on a créé pour faire la description du problème, de sources d'informations initiales, de la situation légale, que sont les lois, les réglementations, la situation, par exemple, dans les judiciaires. Ça dépend du cas concret, parce qu'il y a, par exemple, des cas qui sont des cas de lacunes, qui ne sont encore traités pour la loi. Donc, on fait ça et on disponibilisait et on publiait ça. Donc, quelques partis, organisations, mouvements sociaux, parlementaires, quelques personnes peuvent utiliser laquelle idée qui était traitée, qui était travaillée pour nous. J'ai la grave tâche de vous dire qu'il est 13h, hein, parce qu'on pourrait continuer, bien sûr. Merci beaucoup, Fabiana. C'était vraiment très riche.